sont les plantes qui nous l'apportent. Et les plantes, pour eux, l'oxygène, c'est du poison. Elles le rejettent, elles n'en veulent pas. Mais par contre, puisqu'elles ont eu le temps des millions d'années à se développer, elles ont compris comment rejeter l'oxygène. En rejetant l'oxygène, c'est qu'elles ont su développer un système qu'on appelle, on peut dire, des antioxydants. Et donc, elles s'en débarrassent, l'oxygène ne les rend pas malades. Au contraire, c'est du poison, elles le rejettent. Mais pour nous, c'est vital. Or, il nous rend malades. Pour ne pas être malade, on est obligé d'aller consommer le végétal. C'est ça l'intérêt. Donc, il y a un lien de dépendance. Sans cela, il n'y a pas de vie. L'exemple de l'eau, il est éloquent. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et la dépendance du côté animal, c'est juste l'exemple de l'abeille. Sans l'abeille, il n'y a pas de pollinisation, il n'y a pas du tout d'alimentation, d'agriculture. L'environnement est le reflet de nous-mêmes. Jusqu'à quel point l'environnement est-il le miroir de nous-mêmes? Alors certains, c'est vrai, on voit dans le monde l'image en miroir de l'être humain. Par exemple, la peau, notre peau, c'est la biosphère. La Terre est recouverte d'une peau qui contient, dans sa partie la plus superficielle, une vie très riche, qui fait que la Terre est vivante. Et notre peau même, elle renferme tout un écosystème de bactéries qu'on appelle le microbiote au niveau de la peau. Sans aller dans des extrêmes, quand il y a une conscience développée, certains souffrent de leur peau quand il y a des souffrances au niveau de la terre. L'exemple des arbres est également important à citer, c'est que nos poumons ressemblent beaucoup aux arbres et ils fonctionnent pratiquement de la même façon. On fait de la déforestation, et si on prend une image satellite d'une grande forêt, on voit qu'elle est amputée d'un versant. C'est une pathologie de la terre. Une pneumonie, on fait une radio, on voit la moitié d'un poumon qui est complètement blanc, inexistant. Exemple de l'eau. Nous avons sur chaque continent 2 ou 3 grands fleuves qui irriguent la terre. Au sein de nous-mêmes, tous nos membres sont liés par des grosses veines. Donc, peut-être on pourrait voir nos veines comme des grandes rivières. Et l'eau des rivières retourne toujours à l'océan. Et l'eau et le sang de nos veines retournent toujours au cœur. Peut-être notre cœur est à l'océan. C'est cette image de miroir. C'est-à-dire que la terre, c'est nous-mêmes. Et nous sommes faits de terre. Revenons à l'unité fondamentale. De quelle unité s'agit-il? Alors l'unité, c'est ce qui rassemble. Donc l'unité fondamentale chez l'être humain, c'est que déjà le corps humain, c'est quand même l'assemblage, c'est la présence de milliards et de milliards de cellules. En plus, 10 fois plus de cellules bactériennes en son sein. Déjà en lui-même, il fait cette unité. Un corps individualisé. Et il y a trois types d'unités fondamentales. Alors la première unité, c'est l'unité par le fait que nous sommes tous passés par la première cellule. Nous avons tous vécu l'état de primordialité cellulaire. Cette première cellule qui représente, qui est la polarité entre le féminin et le masculin. Et cette unité fondamentale est riche de l'ADN de la mère et du père, ayant hérité du potentiel de développement de la vie, donc a pu avoir la capacité d'omnipotence pour développer tous nos différents organes, mais finalement arriver à la constitution d'un être unique. Donc ça, c'est la première unité, l'unité à partir de la cellule. La deuxième unité, c'est l'unité de l'humanité elle-même.
l'humanité est une. C'est clair, c'est net. L'humanité, quand elle est dans sa sérénité, dans son vivre ensemble, elle vit d'échanges, de diversité, elle s'entraide. Mais le gros problème, c'est qu'il y a des groupes d'humains qui versent dans le négatif et qui versent dans des idéologies séparatistes, exclusivistes, et ça ressemble à l'échelle de l'individu, quand même, ça ressemble au processus du cancer qui envahit un organisme et qui le ronge, tout simplement. Cette humanité-là ne respecte plus les règles du vivre ensemble, comme la cellule cancéreuse ne respecte plus les règles de fonctionnement normal au sein de l'individu. La troisième unité, c'est l'unité en soi, parce que nous sommes une sphère faite de parties sombres et de parties lumineuses. C'est à chacun de développer sa conscience pour se connaître et faire l'unité en soi-même. Le travail du cercle est beaucoup, le travail de cheminement spirituel, le travail de méditation, tout ça sert à apaiser sa partie lourde et sombre. Il y a l'unité entre l'individu et ses semblables. Et enfin, il y a l'unité, ce à quoi j'invite, c'est de faire l'unité avec l'environnement, l'unité avec la nature. On a trop éloigné l'homme de la nature, il est temps que l'homme se dise « je fais partie de la nature ». Alors finalement, à quelle harmonie ou vibration tu nous invites? Donc justement à cet équilibre du retour à la compréhension. C'est peut-être au retour de l'anthropophage, parler de l'anthropocène, de cet impact que l'être humain met sur la Terre. Excuse-moi, c'est l'heure d'agir. À quelle harmonie? Donc l'harmonie, c'est d'accueillir, je disais tout à l'heure, j'ai perdu un petit peu le fil, excusez-moi, d'accueillir et comprendre ces tendances naturelles. On est toujours guidé par ces tendances minérales, végétales ou animales, donc il faut les recevoir. Parfois, on a une certaine dureté en nous-mêmes. Une personne présente une dureté. C'est parfois l'état minéral qui s'exprime. Donc, c'est parfois la dureté est nécessaire, donc on ne rejette pas. On ne rejette pas sa nature fondamentale. Mais par contre, ne pas être dur et indifférent. Le monde minéral parfois est indifférent à ce qui se passe autour de lui. Et donc il faut accompagner ce côté sombre de l'être. Au niveau minéral, au niveau végétal, au niveau animal, et je ne sais pas si vous avez les diapos qui s'affichent. Donc l'état supérieur va nourrir l'état inférieur de l'être humain pour être dans l'unité. Être dans l'unité pour être au service du maintien de la vie et surtout pour arriver à devenir un être humain complet. Réalisé. Alors revenons à l'âge de l'Anthropocène que tu évoquais au début. Donc l'Anthropocène, je l'ai cité juste parce que c'est un âge que certains géologues spécialistes ont apporté dans le débat, dans la discussion, quand on voit les désastres occasionnés à notre planète. Donc ils disent que c'est la première fois depuis très peu de temps, certains disent depuis le début du XXe siècle, certains depuis le
développement de la société industrielle, qu'on a détruit l'aspect naturel de la planète. Et donc, tous les agressions, comment dirais-je, tous les types de pollution, de destruction portée sur la nature, sont maintenant tracés par les scientifiques. C'est-à-dire qu'on a toujours ces traces-là inscrites à jamais. Alors que depuis des millions d'années, il n'y a pas eu de traces dévastatrices sur notre planète. En fait, aujourd'hui, la trace de l'humain sur Terre est bien marquée sur la planète elle-même. C'est-à-dire qu'on est capable de la mesurer. Exact. Et ça, c'est nouveau. Tout à fait. Du point de vue scientifique, c'est nouveau. Voilà. Donc, c'est parce que c'est mesuré. Et c'est une menace, finalement, pour nous. C'est une menace, c'est évident, on se sent menacé. Qu'est-ce qui va arriver avec cette planète qui est détruite, même beaucoup d'espèces vivantes, notamment d'animaux, d'espèces végétales, etc., sont en voie de disparition, et on parle de la 6e extinction. Et certains même, dans des scénarios futuristes catastrophistes, disent que l'humanité risque de disparaître, parce qu'il y a une robotisation qui fait que les robots vont attaquer les êtres humains. Presque la science-fiction. Néanmoins, d'où vient cette séparation avec la nature? C'est quand même des choix philosophiques, politiques, économiques de la société industrielle, qui fait que l'homme doit dominer la nature et va asservir la nature à ses besoins d'humains devenus prédateurs. Pourtant, l'être humain actuel s'appelle Homo sapiens. Sapiens étant sage. Oui, l'Homo sapiens, effectivement, c'est l'homme sage. C'est l'anthropo sage. Pour contrebalancer l'anthropocène, on va dire l'anthropo sage. Il a toujours existé, il ne faut pas l'ignorer, et il a toujours. Alors l'Homo sapiens, c'est l'homme sage, par même l'Homo sapiens, sapiens. Donc, c'est l'être humain qui a toujours vécu en harmonie avec le vivant. Mais les derniers temps, malheureusement, il y a une anomalie quelque part qui fait que l'homme s'est coupé de la nature et du vivant et est devenu agressif de l'environnement. Alors en quoi la spiritualité peut alors nous aider? La spiritualité peut nous aider, et pour cela il faut écouter les spirituels, écouter les hommes sages. Et moi j'ai trouvé une belle intervention du Cheikh Bentounès qu'il avait donné lors d'un colloque, comment faire la paix avec la terre. Et son message m'a beaucoup parlé, parce qu'il parlait d'alternatives spirituelles. Mais l'alternative spirituelle peut apporter une solution, mais elle ne détient pas seule la solution. Il faut une prise de conscience de tout le monde. C'est une invitation à la participation de tout le monde. La spiritualité peut être ce rappel de la conscience, au-delà de toute croyance, et pour fonder l'action sur la considération de l'humanité une. Il faut revenir à la sacralité de la vie par une spiritualité vivante, c'est-à-dire ouverte et partagée. Il ne s'agit pas d'apporter un dogme et de l'asséner et dire c'est comme ça. Il invite à une vision humaniste profonde pour une culture de renouveau. Et une culture de renouveau, c'est-à-dire, c'est pas forcément une culture par un déploiement de techniques ou bien d'apports financiers qu'on va régler les problèmes. Je pense qu'il faut que l'humanité sache s'organiser pour apporter une autre façon de considérer le monde vivant et l'humanité entière. Pour toi, le moment est-il venu d'appliquer le cercle? Le cercle, le chef, il a parlé ce matin. Je crois que le cercle, il
il s'agit bien du cercle. Pourquoi le cercle? Le cercle des vertus et des qualités. C'est une invitation à vivre l'universel. Il s'agit d'inviter tout un chacun en l'invitant dans ses qualités et ses compétences, mais la particularité du cercle, c'est que on ne laisse pas dans toute action agir seulement les compétences de chacun, les acquisitions, les apprentissages, les techniques. Il faut apporter cette dimension de la conscience, ces vertus que sont la sincérité, l'humilité et la bienveillance. Parce que ces vertus, elles peuvent donner encore plus d'impact et d'action aux qualités de chacun. Et le cercle invite qui veut venir au cercle, mais ne rejette personne. Et le cercle est ouvert à tous. C'est le cercle du vivant. Alors, comme évoqué en préambule, nous allons maintenant voir un exemple de vivre ensemble et en quoi le microbiote peut nous aider à vivre et à comprendre ce vivre ensemble à l'intérieur de notre corps. Rani, peux-tu définir ce qu'est le microbiote et pourquoi en faire un exemple? Alors, merci Sophia. Alors, nous abritons tous, chacun de nous abrite des colonies extrêmement diversifiées au niveau de notre corps. Et ces colonies, il y a à peine 15 ans, on ne connaissait rien du tout. Alors ces colonies, ces micro-organismes, comprennent donc des bactéries, des virus et des champignons. Alors ces bactéries, on les trouve au niveau de notre peau, au niveau de notre bouche, au niveau des poumons et au niveau de notre intestin. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le microbiote intestinal parce que aujourd'hui, c'est le microbiote le plus étudié. Il est le plus diversifié et donc on va l'utiliser comme exemple du vivre ensemble. Alors, il y a ce microbiote, il pèse 2 kg. C'est énorme. Pour des bactéries qu'on ne voit pas à l'œil nu. Certains le considèrent comme un véritable organe dont on ne connaît pas encore toutes les fonctions dont il est responsable. Il faut bien se faire à l'idée que le nombre de ces micro-organismes est 10 fois supérieur à celui de l'ensemble de nos cellules. La diapo suivante, s'il vous plaît. Non, excusez-moi, c'est la précédente. Le nombre de ces micro-organismes est estimé à 100 milliards d'organismes, alors que nos cellules sont à 10 000 milliards de cellules, l'ensemble de nos cellules. Donc c'est 10 fois plus. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes à 90% bactériens. Dans notre constitution, on est à 90% bactériens. Et plus que ça, nous recevons 23 000 gènes de nos parents, donc de notre mère et de notre père, alors que les bactéries nous ramènent 600 000 gènes, donc 25 fois plus. À la fin du XIXe siècle, d'où la question qui nous sommes, théorie bactérienne, et certains scientifiques parlent même qu'on est des êtres hybrides, en fait constitués depuis ce temps-là, et surtout après l'avènement des antibiotiques, la guerre s'est accentuée et les bactéries sont devenues synonymes de maladies, de mauvaise hygiène, de saleté. Et donc on a commencé à faire tout pour les détruire, pour les éradiquer. Mais avec le microbiote, donc les études récentes montrent que ces bactéries même nous sont indispensables, nous sont protecteurs. Donc ça veut dire que depuis des années, on n'a vu qu'une partie infime de l'iceberg de ces colonies, de cette population de bactéries, et on a jugé qu'ils sont mauvais et qu'il fallait les détruire.
Mais aujourd'hui, on se rend compte que la majorité, je dis bien la majorité, sont des amis pour nous. Ils nous protègent et nous apportent la santé. Comme on va le voir bientôt. Je peux rajouter quelque chose, c'est que la présence des bactéries, ce qui dit bactéries dit antibiothérapie. L'utilisation des antibiotiques, quand même, c'est développé. Il y a une notion guerrière. Notion de guerrière, quand on dit on va traiter les antibiotiques. On ne dit pas on va traiter les infections, on va bombarder. Donc en fait, là, l'arrivée des antibiotiques, c'est quand même, ça coïncidait avec quand même les premières, surtout la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait. La pénicilline a été découverte dans les années 40, c'est-à-dire lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et tout le vocabulaire médical a utilisé un vocabulaire très agressif, très guerrier, militaire. On dit bien une stratégie thérapeutique. On dit bien il faut cibler la bactérie. Donc tout ça nous remonte, comme dit Abdelkader, à cette époque de la découverte des antibiotiques lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors pourtant, la réalité aujourd'hui, c'est une antibiorésistance. On sait que dans nos hôpitaux, des milliers de personnes décèdent par an suite à cette antibiorésistance. Quel est ton avis sur cette question? Cette problématique surtout. Tout à fait. Aujourd'hui, le corps médical est confronté à un grand problème qui est l'antibiorésistance. Alors c'est quoi l'antibiorésistance? C'est en fait des infections, les décès dont parle Sophia sont en fait des infections nosocomiales qu'on attrape, et c'est ça le paradoxe, qu'on attrape essentiellement dans les hôpitaux. C'est dans les hôpitaux que prolifèrent justement ces bactéries très résistantes à nos antibiotiques. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est que le nombre de décès à cause de ces antibiorésistances s'élève en France à 12 500 décès par an. Alors que la route en France tue 3 700. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'hôpital provoque 4 fois plus de décès que la route. C'est vraiment un paradoxe. Et donc, il faudra réfléchir à cette problématique. Alors, pour revenir à cette antibiorésistance, pourquoi elle est née, cette antibiorésistance? C'est parce que dans les années 40, quand on a inventé donc, les antibiotiques, on pensait éradiquer complètement les microbes avec nos armes antibio, ça veut dire anti-vie. Hein, ça porte bien son nom, anti-vie. Et on pensait que ces bactéries étaient dénuées d'intelligence et qu'on allait les éradiquer de façon définitive. Et donc on a commencé à les bombarder avec des antibiotiques, mais ces micro-organismes, croyant être dénudés d'intelligence, ont évolué, ont muté et sont devenus hyper résistants même à la dernière molécule sortie de nos laboratoires. Et aujourd'hui, donc, on est confronté à un véritable problème de santé publique. En fait, c'est notre arrogance et notre ignorance qui nous a amené à ce genre de problème, parce que, à l'instant où je vous parle, on a tous des bactéries sur notre peau, des millions, des milliards, voire des milliards de bactéries sur notre peau. Et nous vivons, nous coexistons en paix. Donc il est vraiment... il n'y a pas de... C'est un non-sens de dire qu'il faut détruire toutes les bactéries. Bien sûr, si une bactérie cause une infection, il faut la traiter. Mais vouloir éradiquer complètement toutes les bactéries, ça c'est un non-sens. Vous voyez, par rapport à ça, il y a un grand spécialiste du monde bactérien qui a écrit un livre intitulé « Jamais seul ». C'est-à-dire qu'on est toujours imprégné du monde bactérien. Et le monde bactérien, voilà, il nous habite, comme tu dis. Et ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil.
Alors vous savez, sans bactéries, il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait pas d'humanité. Parce que la bactérie, je ne sais pas si vous connaissez, mais dans la cellule, il y a ce qu'on appelle les mitochondries. Et les mitochondries, en fait, c'est une bactérie qui est venue jouer, donc qui s'est introduite donc, dans la cellule et qui joue le rôle d'une centrale énergétique. Donc, et puis, même un enfant, quand il naît, il est stérile dans le ventre de sa maman. Mais dès qu'il sort, dès qu'il passe par la voie basse, tout de suite, sa maman lui inocule ces bactéries, donc de la flore cutanée, de la flore vaginale, et cette flore-là donc, va être développée, va être modulée par son alimentation et par son environnement. Donc la maman, elle joue double rôle. Elle nous lègue donc les gènes qu'elle partage avec le papa, mais en plus, elle nous donne son microbiote. Donc elle intervient doublement dans le développement de l'être humain, du bébé. Ça m'est revenu. Oui, donc juste pour reprendre, c'est qu'on est toujours en présence de bactéries. On a développé l'hygiène à l'extrême, à tel point qu'on n'arrête pas de laver, je ne sais pas, d'utiliser tous les produits pour chasser les bactéries. Et le problème sur la santé maintenant revient parce que nous sommes normalement programmés dans nos corps pour vivre avec un minimum de bactéries, et notre système immunitaire, il sait traiter des accords de paix avec ces bactéries-là, mais comme on a chassé toutes ces bactéries-là, et ce système immunitaire se retourne contre nous-mêmes, parce qu'il n'a pas d'ennemis à attaquer. Et donc, voilà, c'est pour ça que je voulais citer Jamais seul, c'est important. Donc, on peut quand même vivre avec un petit peu de bactéries. Alors, on me signale que le temps passe et que nous sommes contraints à l'horaire de la table ronde, donc je vous demanderai d'être un peu plus rapide, concis. Le microbiote, quel est son rôle exactement? Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est un élément indispensable pour la santé de l'individu. Donc on ne peut pas vivre sans notre microbiote. Et donc il intervient dans plusieurs fonctions métaboliques. Il permet donc la fermentation et donc la digestion des fibres. Il permet de sécréter certaines vitamines. Il a un rôle aussi de barrière. Grâce au microbiote, grâce à ces bactéries, donc on est protégé contre l'intrusion de bactéries pathogènes. Donc c'est les bactéries qui nous protègent contre, les bonnes bactéries qui nous protègent contre les mauvaises bactéries. Et puis un dernier rôle qui est immunitaire, effectivement, parce que grâce à ces bactéries du microbiote, notre système immunitaire devient mature. Et donc il évite justement, dont parle Abdelkader, c'est-à-dire ces réactions très puissantes de notre système immunitaire qu'on appelle les maladies auto-immunes, type par exemple les allergies aussi. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, il y a un équilibre et une harmonie à respecter. Peux-tu nous en dire plus? Tout à fait. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, j'ai fait une diapo où j'ai montré que ce microbiote est constitué de plusieurs centaines d'espèces. Et donc, si on veut une bonne santé, si on veut un bon microbiote, il faut respecter la diversité de notre microbiote. Effectivement, c'est vraiment pareil que les forêts tropicales, puisqu'on parle du vivre ensemble, que l'humanité. Si on veut une humanité saine, il faut respecter aussi sa diversité. Alors, un microbiote déséquilibré, c'est quel type de maladie? Alors, la liste est très très longue, mais aujourd'hui, on pense que toutes les maladies de civilisation, dites de civilisation, sont dues à un déséquilibre de la flore microbienne intestinale. Donc, on peut citer le diabète, on peut citer l'obésité, on peut citer les maladies inflammatoires de l'intestin, maladie de Crohn par exemple, l'asthme, les allergies, et même des dépressions, de l'anxiété. Donc, pour vous dire à quel point ce microbiote interagit avec notre cerveau. Vous savez que
entre 80 et 90% de notre sérotonine, qu'on appelle l'hormone du bonheur, est sécrétée non pas par le cerveau, mais par notre microbiote. Alors c'est très intriguant ce que tu nous dis là. Il est difficile de croire que nous sommes à ce point influencés par ces toutes petites bactéries qui sont au fond de notre ventre. Oui, la découverte du microbiote est une révolution scientifique et médicale qui n'a pas arrêté encore de nous étonner. Et il est très vexant pour nous, êtres humains, pensants, dernier maillon de l'évolution, de la chaîne du vivant, d'être colonisés et gouvernés par des milliards de micro-organismes. D'où l'importance de dire qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Puisque 90% de nos cellules sont bactériennes. Et moi, je pense que c'est là où on revient donc à ce que dit Schirr souvent, c'est que l'homme n'est qu'une conscience qui a cette responsabilité de la gestion de ces écosystèmes. Un clin d'œil aussi à cette notion de khalifa, c'est-à-dire lieutenant de Dieu sur terre, dont nous parle le Coran. Alors, comment ne pas tomber malade? Qu'est-ce que nous devons éviter? Alors, la solution est toute simple. Si on veut être en bonne santé, il faut nourrir notre microbiote. Donc, en fait, c'est là où le vivre ensemble avec notre microbiote est un exemple vivant. Si on veut être en bonne santé, eh ben, il faut vivre en partenariat, donc une relation gagnant-gagnant avec notre microbiote. Donc il faudra bien le nourrir. Ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'il faut éviter tous les produits raffinés à base de sucre. Il faut éviter les viandes issues de l'élevage industriel, puisque savez-vous que plus de 3/4 de la production de nos antibiotiques vont partir vers l'élevage. Parce que les antibiotiques sont considérés comme des facteurs de croissance. Il faut donc faire attention à certains médicaments, comme par exemple les antiacides, les médicaments contre les ulcères, contre les antibiotiques bien sûr, parce que le problème de nos antibiotiques, c'est qu'ils ne font pas la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Ça, c'est un grand problème. Il faut éviter les aliments génétiquement modifiés, Abdelkader nous a parlé un petit peu, les herbicides, les pesticides, les polluants. En fait, il faut revenir à une alimentation saine. Alors, que devons-nous manger pour avoir un microbiote sain? Alors, donc, il faut donc nourrir notre microbiote, c'est-à-dire notre microbiote, il adore ce qu'on appelle les fibres. Et les fibres, on les retrouve où? Dans les fruits, les légumes, les légumineuses. Il faut apporter donc des bactéries donc, à notre flore intestinale par des produits lactofermentés. Par exemple, le yaourt fait maison. Par exemple, les légumes, comment on appelle ça, les légumes fermentés. Le kéfir, par exemple. Il faut faire des exercices physiques. L'exercice physique améliore donc la diversité de notre microbiote et avoir une vie saine, c'est-à-dire contrôler, gérer son stress. Tu nous parles d'aliments à éviter, de comportements à éviter ou à privilégier. La transition est toute trouvée pour parler de prévention, qui nous invite véritablement à une pédagogie de paix entre notre corps et son environnement. Mais peux-tu définir, pouvez-vous, l'un ou l'autre, définir ce que c'est que la prévention? La prévention, c'est de tout faire pour ne pas être malade. Donc ici, il faut prévenir les maladies de la terre et les maladies humaines. Il faut consommer juste, il faut consommer en toute conscience. Il faut s'écouter, il ne faut pas trop s'écouter dans le sens se rendre malade, mais il faut écouter les signaux d'alerte au bon moment avant de sombrer dans une maladie constituée. Commencer par les choses simples, respecter son rythme de vie, avoir une hygiène de vie. Le sommeil, il a son droit, il faut être actif et surtout il faut avoir beaucoup de liens sur le plan social, choisir ses amis, c'est très, très important.
qui s'adresse la prévention et comment transmettre cette pédagogie? Il faut citer surtout les jeunes, parce que les jeunes maintenant sont envahis par un monde interconnecté, mais interconnecté dans le sens qui les invite à l'isolement et à un certain modèle de consommation de produits alimentaires, ce qu'on appelle les aliments à calories vides. Ils ne mangent que du sucré, que du gras. Et ça, c'est très dangereux pour la santé. Donc je dirais les jeunes, et je ne sais pas si tu peux rajouter par rapport, je sais pas, à la femme, par rapport à la femme enceinte, pour la transmission à l'enfant, toute une hygiène de vie particulière, et parce qu'on apprend beaucoup de choses avec tout à fait. génétique. Oui. Alors aujourd'hui, il y a un espoir, parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui avec l'épigénétique, qui est une révolution biologique de ces 5-10 dernières années, que rien n'est définitif. Avant, avec la génétique, c'était le déterminisme génétique. C'est-à-dire que si quelqu'un hérite de sa maman, de son papa, un gène du diabète, eh ben, il est condamné à faire du diabète. Aujourd'hui, avec l'épigénétique, on s'est rendu compte que, en fait, non. C'est l'environnement, notre mode de vie, qui peut activer ou désactiver certains gènes. Et l'exemple le plus flagrant, c'est la ruche. Vous savez que dans la ruche, toutes les larves sont génétiquement identiques. Pourtant, certains vont donner des reines et d'autres des ouvrières. La différence, elle consiste en quoi? La nourriture. Certains sont nourris au miel et au pollen, c'est l'ouvrière, et la reine est nourrie à la gelée royale. Et pourtant, génétiquement, elles sont identiques. Et morphologiquement, la reine est beaucoup plus grande que l'ouvrière, et elle a 25, son espérance de vie est 25 fois plus supérieure que l'ouvrière. Donc vous voyez bien que uniquement avec l'alimentation, on change pas mal de données. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épigénétique nous rend responsables de notre devenir au niveau de notre santé. Il y a un message d'espoir. Alors, le message d'espoir, c'est que maintenant, l'homme doit prendre ses responsabilités. Il y a un autre exemple aussi au niveau du maternage. On a fait des expériences chez les souris où on a vu que si les petits bébés souris restent avec leur maman, le maternage va activer aussi certains facteurs, certains gènes protecteurs de la santé. Donc la miséricorde divine est toujours là. Il suffit uniquement d'aller puiser au fond de nous-mêmes, donc notre force vitale, pour pouvoir gérer notre santé. Désolée pour cette introduction un peu rapide, un peu longue, pardon. Et du coup, je ne sais pas s'il nous reste du temps pour les questions, mais voilà. Donc, parole est à vous. Oui, bonjour. Je voulais savoir, vous aviez parlé des femmes qui accouchent, mais les femmes qui accouchent par césarienne. Ne passe pas par la filière, par la voie basse, et ben, il n'y a pas d'inoculation avec cette flore bactérienne vaginale et cutanée. Et donc, ce qui explique l'émergence des allergies et des problèmes de santé. Alors aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, il est interdit, formellement interdit, de pratiquer le césarien s'il n'y a pas une indication médicale. Et dans ce cas-là, quand l'indication césarienne est indiquée médicalement, donc on inocule après la naissance du bébé, donc on va dans la flore vaginale de la maman et on inocule au bébé ces bactéries, pour que ces bactéries se développent au sein de son microbiote, de son intestin. Une vaccination, mais qui est tout à fait naturelle. Hein. Voilà. En fait, on reproduit le mode naturel. Voilà. Juste pour compléter la réponse, c'est tous les enfants nés par césarienne ne sont pas malades. Il faut savoir que même s'il y a naissance par césarienne, il y a toujours l'allaitement. L'allaitement qui peut enrichir cette flore intestinale. Et ensuite, par la suite, la diversification de l'alimentation du nourrisson. Il faut aller vers justement une alimentation naturelle, riche en fibres,
diversifiée, et là, ça aide à constituer une flore protectrice au niveau de l'intestin. Qu'en penses-tu, je résume, que la cellule elle est plus intelligente que l'homme? Absolument. La cellule est plus intelligente que l'homme. En fait, ce que j'ai dit, c'est que la bactérie, qui est à l'origine de la vie, vous savez que cette bactérie était un organe unicellulaire. Et c'est parce que ces organes unicellulaires ont accepté de fusionner entre elles qu'on a vu naître les organes pluricellulaires, des organes beaucoup plus complexes. Et ces bactéries-là, en fait, ils ont vécu à la naissance des dinosaures et à la disparition des dinosaures. Et c'était illusoire de penser qu'avec nos antibiotiques, on allait les détruire. Donc, ils font partie de la vie. Et je pense que la science, le problème, c'est que dès qu'on fait une découverte, on pense qu'on a tout compris et que la vérité est là. Or, avec les antibiotiques, un exemple parmi d'autres, aujourd'hui avec les antibiotiques, on se rend compte qu'on a fait une grande bêtise. À tel point qu'aujourd'hui, d'abord, les big pharma ne veulent plus investir dans la recherche-développement des antibiotiques. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais de toute façon, c'est pas rentable. Parce que la recherche-développement prend beaucoup d'argent, donc ça coûte énormément cher, ça prend beaucoup d'années, et l'antibiorésistance apparaît quelques années après. Donc les big pharma n'ont même pas le temps de rentrer dans leurs frais. Ils n'arrivent pas à amortir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, cette bactérie elle a les capacités de se défendre et de contrer nos super, disons, armes très puissantes. Bonjour. Excellent exposé. Juste une remarque curieuse. Est-ce que l'homme n'est pas génétiquement programmé par son créateur pour s'autodétruire comme lorsqu'on agonise, lorsque Dieu a fixé pour les croyants l'heure, la minute, la seconde de l'agonie, il n'y a plus de marche arrière. Non, je ne pense pas que c'est ça l'objectif de Dieu. Je dirais plutôt que c'est le mental. Et j'allais dire tout à l'heure, lors de la précédente intervention, qu'il faut se méfier du mental. En fait, le mental nous ment énormément. Vous savez, quand vous voyez par exemple un film, par exemple les terreurs qui se passent dans la Syrie ou dans n'importe quel coin du monde, et qu'on est attablé et qu'on arrive à manger, on peut se poser la question. En fait, les scientifiques, les scientifiques disent que c'est grâce à un phénomène qu'on appelle le refoulement. C'est-à-dire que le cerveau développe des mécanismes qui refoulent certaines sensations pour te permettre de passer à l'acte. Et donc ça explique pourquoi on arrive aujourd'hui à manger, à rire, à fêter par exemple Noël, alors que tout en voyant à la télé des catastrophes humanitaires. Donc, il faut faire plutôt attention à notre mental, plutôt qu'à ce que vous avez dit. Je peux rajouter quelque chose par rapport à cette programmation de la mort. Oui, à l'échelle cellulaire, maintenant on le sait. Les scientifiques disent que la mort est programmée dans les cellules. C'est connu, on appelle ça l'apoptose. Ils sont allés justement, ils se sont posé la question, quel terme on va choisir à cette mort programmée des cellules? Ils sont allés, ils ont trouvé l'apoptose. Apoptose, ça vient du grec. Apoptose, ça veut dire comme les fleurs d'un arbre en automne quand elles tombent. Et donc moi, quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé le verset coranique qui dit « Dieu connaît toutes les feuilles des arbres ». Voilà, des choses comme ça. Pour aussi amener ma pierre à ta question, Louisa, les bactéries que nous hébergeons nous aident effectivement à retourner à la Terre. Vous êtes tous d'Adam et de Terre, et on le sait très bien aujourd'hui
que c'est grâce à toutes ces bactéries que nous hébergeons, notamment celle du microbiote, celle des intestins, qui peut dégrader notre matière organique et comme ça rentrer dans la terre. Donc effectivement, on a un certain mécanisme. Quand le principe de vie se termine, on est dans le cycle de la nature et de toute façon, la nature a fait, ou la vie a fait que nous allons retourner à la terre pour réensemencer notre vie autrement. Rien ne se perd, tout se transforme. Une autre question? Yo voy a hablar en español, no sé si alguien me puede traducir. Yo quería preguntar. Yo quería preguntar que dada la problemática de los antibióticos que tenemos actualmente, ¿qué pensáis de las líneas de investigación de los probióticos? Que si es una línea de investigación más rentable actualmente y que se asemeja más al mensaje de convivencia y al mensaje que no sea que la medicina no sea algo tan militar y tan agresivo. On n'a pas compris la question, est-ce qu'elle peut la reposer s'il te plaît? Quería preguntar que dada la problemática de los antibióticos actuales, ¿qué pensáis de la línea de investigación que optan por utilizar probióticos? Il faut distinguer antibiotiques et probiotiques. D'accord? Antibiotique, c'est antibio. Donc c'est contre la vie. Anti-vie. Probiotique, c'est pour la vie. D'accord? Et les probiotiques, c'est quoi? C'est en fait des bactéries qui sont essentielles pour le développement de notre, pour notre santé. Donc ils font partie intégrante de notre microbiote. Voilà. Ah, le vivre ensemble. Donc effectivement, on s'est rendu compte, donc on a vu ensemble que c'est une relation gagnant-gagnant. C'est une coopération et non pas une compétition guerrière comme on a pensé avant lors de la découverte des antibiotiques. Donc, le vivre ensemble en paix, plutôt les microbiotes avec l'être humain, c'est un exemple flagrant du vivre ensemble en paix. Si on veut, comme le dit le Cheikh, égoïstement avoir une bonne santé, on a tout intérêt à nourrir notre microbiote. Donc même égoïstement, on a intérêt à nourrir bien notre microbiote pour avoir la santé. Le problème, c'est que encore là, le mental va être barrage pour faire des bons choix. Moi, j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit en lien avec vous avez dit que les 100 000 milliards de bactéries étaient nos amis intimes. Et comme dit le proverbe, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Comment est-ce qu'on peut choisir nos amis bactériens? J'ai dit que ces bactéries-là, on les hérite de la maman. Donc en fait, c'est la maman qui transmet ces bactéries. Et ensuite, ils sont conditionnés et modulés par l'environnement et par notre alimentation. Mais les premières bactéries qu'on reçoit, ils viennent de notre mère. Alors, donc c'est la mère qui choisit nos amis. Je précise ma question. Je précise ma question. Donc, je ne parle pas de l'héritage, je parle du choix. Parce que, par exemple, en parlant des aliments lactofermentés, en parlant des cyanobactéries qu'on peut manger comme la spiruline, en parlant du kimchi, toute cette culture qui existe chez les Japonais par exemple. Est-ce qu'on peut connaître les
les familles de bactéries pour cibler certaines maladies, pour améliorer la santé, etc. Alors, ça, c'est l'approche analytique, c'est-à-dire on veut beaucoup rentrer dans les détails. En fait, la vie a été bien faite. Il suffit de manger naturel et tout va rentrer dans l'ordre. Ça vous rassure? Je peux rajouter une réponse parce que ça inclut un petit peu le vivre ensemble. C'est vrai qu'il ne faut pas tuer les bactéries du microbiote de l'intestin. On ne les a pas choisies, elles sont là tout simplement. Elles sont là et elles font partie de nous-mêmes. Et nous fonctionnons avec elles, mais sans elles. Et on a parlé de l'effet miroir tout à l'heure. C'est à quoi comparer la flore bactérienne. Moi, personnellement, je les compare aux variétés d'animaux dans les plaines, je ne sais pas, du Serengeti, etc. Imaginez des braconniers tirer sur tous les animaux de l'Afrique, les tuer. Voilà, c'est pareil pour les bactéries d'intestin. Donc, elles sont là, comme les animaux sont partout, dans les forêts, etc. Il faut les respecter, chacun à sa place. Notre corps, qui soit le miroir de l'environnement. C'est cet équilibre-là qui assure le véritable vivre ensemble. Un jour, on parlera peut-être aux bactéries pour qu'elles ne rendent pas trop malades, mais on n'est pas encore là. Alors, merci beaucoup pour toute cette intervention. En tant que professionnel de santé, vous avez parlé de la prévention. Ce regard de spiritualité de la médecine, ou revivifier ce regard à dimension sacrée de l'équilibre de la santé. On est très isolé, je pense qu'on est nombreux auprès de nos patients ou tous les soignants qui ont cette vision, mais en parlant de culture du vivre ensemble et d'une culture de paix, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le milieu médical des personnes qui se regroupent pour œuvrer à nourrir ce regard, sachant qu'aujourd'hui on connaît la puissance de l'économie pharmaceutique, de l'économie de la santé, du financement et des choix ou non de certains projets. Donc ça demande encore de se responsabiliser, de se réunir. Comment on fait cette prévention? Alors, peut-être avant par l'exemplarité, je pense que c'est nous-mêmes déjà qui devons adopter les bonnes pratiques, les bonnes procédures et avoir en conscience cet esprit du vivant qui nous anime et dans ce que nous faisons et la conscience dans ce que nous achetons, dans ce que nous mangeons. On a très peu parlé de la maladie, mais quelque part la maladie a quelque chose à nous dire. C'est le mal qui dit quelque chose, il y a un message. Il faut quelque part qu'on accueille cette maladie et qu'on comprenne ce qu'elle veut nous dire. Donc après, au chef de SAONG, on a créé un pôle santé, hygiène et environnement. Depuis 4 ans, nous nous interrogeons sur toute cette problématique et de voir comment effectivement, en synergie avec d'autres, on peut créer des actions comme celle-ci, et celle-ci en est une preuve, pour pouvoir porter cette parole au-delà de nos murs. Voilà. Et je pense que là où on est vis-à-vis de notre quotidien professionnel, il faut appliquer ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est-à-dire le cercle des vertus et des qualités, avoir une hygiène de vie dans un certain ordre, parce que de toute façon l'humain, la biologie a besoin d'ordre et de méthode. Tout est énoncé. Et avoir cette conscience qu'ensemble, en synergie, nous pouvons faire des choses. Sidi Hamid, après votre permission, juste une petite remarque très importante concernant l'intervention de Dr Louisa, qui m'a gentiment soigné ce matin avec des antibiotiques. Elle a parlé de lecture, que c'est écrit.
là, j'ai une petite remarque, docteur. Quand la Aya qui parle de la mort, quand Dieu parle, il dit Kitaban mu'ajjala. Donc la mort quitte. On n'y peut rien, hein, elle est là. Mais il a ajouté Kitaban mu'ajjala. Donc on peut retarder mu'ajjal, on peut retarder la mort. C'est pas c'est écrit à 63 ans, non. Kitaban mu'ajjala. Donc on peut retarder. D'où l'intérêt des antibiotiques. Parce que je pensais à ça depuis tout à l'heure, en fait. Tout à l'heure, tu as parlé des reines et des ouvrières, Rani, et tu as dit qu'elles peuvent vivre 25 fois plus longtemps. Selon, est-ce que ça veut dire, même si on parle de mort programmée des cellules, est-ce que ça veut dire qu'on ne sait pas tout, comme vous disiez tout à l'heure, et que peut-être qu'on va trouver encore des choses nouvelles qui vont retarder finalement ou permettre à l'être humain de vivre peut-être plus longtemps, etc. Ou mieux. Bien sûr. Je donnerai un autre exemple. On s'est rendu compte que les personnes âgées, quand un conjoint meurt, dans les mois qui suivent, la conjointe part. Donc ça veut dire que même les liens sociaux interviennent dans cette longévité, dans cette santé. Donc effectivement, il y a plein de facteurs qui interviennent. Très bien, alors il ne reste plus qu'à remercier Sophia, Anne-Cadel et Rani pour leur intervention. Merci beaucoup. Donc,